Je voudrais d'abord souligner qu'on n'a pas besoin d'être particulièrement riche avant de réclamer sa souveraineté. Qu'on soit pauvre ou riche, on doit être souverain. La souveraineté est une nécessité et c'est d'ailleurs à partir d'elle qu'on travaille pour s'enrichir. Mais en introduction, je voudrais dire que tu sais, chaque fois que le général Tchiani parle, mais c'est toute activité cessante qu'il faut s'asseoir pour l'écouter parce que quand il finit de parler, vous avez pris des cours d'histoire, des cours de géographie, des cours de géopolitique, des cours de géostratégie. C'est-à-dire que vous avez pris un ensemble de connaissances qu'aucune université au monde ne vous dispenserait en si peu de temps et en un seul lieu. Donc, quand il parle et on l'écoute, il est convaincant, il n'invente pas, il n'affabule pas. Et quand il dit ce qui a été fait en 3 ans, mais au fait, Gilles, ce qui a été fait en 3 ans était faisable 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tôt. Mais c'est qu'on a verrouillé le cerveau des Nigériens, comme le cerveau de tous les Africains que nous sommes. On a verrouillé leur cerveau, on leur a dit, vous n'êtes capable de rien. Hein? L'agriculture, vous ne pouvez rien, vous allez mourir de faim, on va vous donner l'aide au développement. L'électricité, on prend votre uranium, nous on s'éclaire, on éclaire nos rues, on éclaire même nos autoroutes, mais vous n'avez pas droit à ça parce que vous êtes des peuples non encore civilisés, et la lumière ça vous sert à quoi, et ainsi de suite. Bref, le mérite du CNSP, c'est d'avoir d'abord libéré les mentalités des Nigériens qui se disent, mais tiens, donc nous étions capables de ça. Pourquoi nous ne l'avons pas fait plus tôt? Parce qu'il faut un leadership. Vous n'aviez pas eu le leadership qu'il faut et c'est pourquoi vous n'avez pas eu cela plus tôt. Le leadership, maintenant, est arrivé, le vrai leadership venu travailler au Niger pour les Nigériens est arrivé et aujourd'hui, les Nigériens se rendent compte qu'en travaillant nous-mêmes, nous pouvons créer toutes les richesses que nous voulons. Vous avez parlé de l'agriculture, Didier, mais les pays du Sahel, surtout ceux traversés par le fleuve Niger, n'oubliez pas, en histoire, qu'est-ce que nous a enseigné? Que l'Égypte est un don du Nil. C'est-à-dire que l'Égypte vit parce que le Nil est là. L'Égypte existe parce que le Nil est là. Mais le Niger n'a absolument rien à envier au Nil. C'est un fleuve aussi puissant, aussi abondant en eau. Pourquoi les pays que le Niger traverse, eux, ils devaient mourir de faim? Parce que dans la colonisation, on ne leur a pas permis de voir le bénéfice qu'on peut tirer d'un tel fleuve. Gilles, je tiens à te rappeler, quand tu prends un pays, j'ai toujours donné l'exemple là, un pays comme Israël. Israël, c'est un désert. D'abord, c'est un petit pays, c'est un désert. En matière de fleuve, il y a le Jourdain. Bon, il y a toujours des bagarres sur l'eau au niveau du plateau du Golan. Mais à force de science et d'irrigation, Israël, aujourd'hui, tu vas en Europe, tu vois mangue Israël, tu t'imagines des mangues d'Israël, ananas Israël, avocat Israël, tu vois toutes ces merveilles-là. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on ne peut pas produire dans le Sahel dans son ensemble, au Niger en particulier, avec le fleuve Niger qui passe là-bas et dont l'eau est extrêmement abondante. Donc c'est pour te dire, le mérite du CNSP aujourd'hui, c'est d'avoir libéré les mentalités, c'est d'avoir ouvert les yeux et les oreilles aux Nigériens pour leur dire, mes amis, vous pouvez créer tout ce dont vous avez besoin pour vous-même. On n'a pas besoin d'envoyer des ONG bidons pour venir ici avec des friperies, pour venir ici avec des déviations dans la tête et dans les comportements, pour essayer de pervertir notre jeunesse. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, le général Tchiani a fait en 3 ans ce qui aurait dû être fait depuis. Mais personne n'y a pensé. Tu parles d'un premier ministre qui a dit quoi? C'est normal. Mais si pour nommer un premier ministre ou un gouvernement, le gouvernement, la liste vient de Paris, tu te rappelles ce que les Assimi Goïta ont dit? On leur a dit, ben écoutez, on vous dit qui doit être nommé premier ministre, et puis bon, rapidement on fait vos élections bidons, et puis l'ordre revient, vous avez quoi, si vous voulez l'argent, bon, on vous met plein dans vos comptes. C'est comme ça. Des gouvernements où la liste, pour laquelle la liste venait de Paris, mais un premier ministre issu d'un gouvernement dont la liste est venue de Paris ne peut parler que comme ça. Parce qu'il non seulement il est noir, mais il est plus bête et plus méchant que les blancs. Et il parle pour faire plaisir aux blancs. Tu comprends, non? Le blanc, au moins, lui, il est réfléchi, il parle pour ses intérêts, il sait où il peut commencer, où il peut finir. Mais lui, il est bête. Il veut faire plaisir aux blancs, il peut raconter toutes les bêtises. Son propre pays, tu dis qu'il ne va pas tenir combien? 2 mois.
Bon, tu as conclu, tu as bien conclu. Et pourtant, c'était le Premier ministre. Et c'était le Premier ministre. Alors tu comprends comment. Je parlais des mentalités. Est-ce que tu imagines un peu la mentalité que ce Premier ministre se met autour de lui? Mais vous avez tenu, le Niger a tenu 3 ans et ça ne fait que commencer. On vient d'ouvrir les vannes des miracles économiques qui vont arriver dans ce pays. Alors, sur le plan économique, justement, Didier était en train de parler du code minier qui a changé. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas une histoire seulement de sentiment anti-français, France dégage, mais derrière tout ça, il me semble qu'il y a une vision de réappropriation de ces ressources pour que cela profite aux citoyens lambda du Niger. Oui, lorsqu'on parle de souveraineté, souvent dans les pays de l'AES, ceux qui pensent qu'il s'agit de la propagande tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas compris le contenu de cette souveraineté. La souveraineté dans les pays de l'AES et au Niger, ce n'est pas simplement la souveraineté politique, non. Cette souveraineté a un contenu économique, a un contenu minier, a un contenu sur tous les plans, dans tous les domaines, dans tous les secteurs et les couloirs qui vont vers le développement. Vous avez posé une question tout à l'heure, vous avez demandé si cette reprise en main des ressources minières du pays a déjà commencé par porter des fruits. Eh bien, la réponse est clairement oui, puisque vous le savez qu'aujourd'hui, le Niger, et comme les autres pays de l'AES, pour vendre leurs ressources minières, ne sont plus obligés de passer par la Banque de France, ne font plus de consignation ni de dépôt au niveau de la France. Si vous prenez le cas du pétrole, en 2025, la Chine a fait une avance de 4 000 milliards de francs CFA au Niger et cet argent a déjà été remboursé en un petit laps de temps par le Niger. Donc c'est pour vous dire qu'au fond, le Niger, en clamant et en exerçant sa souveraineté sur ses minerais, sur ses mines et ses ressources naturelles, ne fait que s'organiser pour non seulement augmenter les chaînes de valeur, mais diversifier les partenaires et vendre, commercer, échanger, coopérer avec des partenaires qui respectent le nouveau code minier et qui sont prêts à reconnaître que le Niger a également droit de profiter et de bénéficier de ces ressources. Donc ça, c'était vraiment pour répondre à votre question. Mais si vous allez au Niger aujourd'hui, il y a quelque chose qui est extrêmement formidable, c'est la création des champions nationaux. Vous avez aujourd'hui au Niger des champions nationaux qui maîtrisent toutes les chaînes de valeur et les couloirs de l'économie nationale. Le Niger n'est pas un pays où vous avez des étrangers qui viennent régner sur le tissu économique. Vous ne verrez plus ça. Donc, quand vous prenez aujourd'hui au Niger, quand vous prenez les grandes surfaces, ça appartient aux Nigériens. Vous prenez le secteur des transports, ça appartient aux Nigériens. Vous prenez tous les domaines, l'agroalimentaire, vous prenez la transformation même du lait, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le Niger est un pays également pastoral. Le Niger a beaucoup de vaches. Et aujourd'hui, quand vous allez au Niger, aujourd'hui, le lait que vous consommez dans les supermarchés, dans les boutiques, etc., c'est vraiment du lait des vaches nigériennes qui ont été transformées par des Nigériens et qui sont vendus, distribués. Même la chaîne de distribution aujourd'hui, c'est les Nigériens qui tiennent ça. Donc vraiment, je crois que c'est des efforts qu'il faudrait saluer. Vous prenez aujourd'hui le transfert de fonds, le transfert d'argent. Il y en a beaucoup de services aujourd'hui au Niger qui font le transfert d'argent, qui font beaucoup d'autres services de ce type, mais qui sont tenus par les Nigériens. Vous prenez la téléphonie mobile aujourd'hui. Qui était présenté comme l'un des plus pauvres au monde, c'était l'avant-dernier. Non, Gilles, on l'a appauvri. Je vous ai redit ça ici, que si vous êtes une colonie française et que la nature vous a abondamment doté, vous êtes condamné à devenir le plus pauvre. Est-ce que tu comprends? Et j'ai toujours donné les exemples avec les colonies anglaises. Tous les Émirats du Golfe, tu sais que c'était des colonies anglaises. Tu prends Brunei, le petit État perdu quelque part sur l'île de Bornéo. C'est des colonies, mais elles sont richissimes. Les Anglais leur ont laissé leur richesse, ils sont partis. Et ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais si c'était les Français, ces pays seraient encore dans la mendicité en train d'attendre l'aide au développement, c'est-à-dire l'aide à l'abrutissement mental. C'est ça le problème. Le Niger, comment un pays qui a tout ce que nous avons dit, qui a d'abord le fleuve Niger seul, peut passer pour le pays le plus pauvre. Vous vous éclairez grâce au Niger, eux ils sont dans l'obscurité et vous dites qu'ils sont pauvres. Et maintenant, quand ils disent, nous aussi on veut éclairer, on dit sentiment anti-français. Il n'y a pas un seul Français logique
qui croient qu'un Africain est anti-français juste parce qu'il réclame un droit élémentaire comme de l'eau, comme de l'électricité, comme la santé. Aucun Français honnête ne le pense. Les histoires d'anti-français, c'est la mauvaise communication de Macron et ses faux diplomates, puisqu'il a dissous le corps des vrais diplomates pour mettre des choses de la soldatesque comme diplomates, les faux diplomates et ses communicants, quand tu prends les gens comme Serge Daniel, comme tu l'appelles comment, l'autre là. L'alter ego de Serge Daniel. Nassim. Quand tu prends des gens comme ça, comme communicants, c'est eux, anti-français, parce qu'on veut l'électricité, on est anti-français. On veut notre or, on est anti-français. On veut notre uranium, on est anti-français. C'est des communications complètement perverties, au cerveau malaxé, dissous, liquéfié. C'est eux qui foutent la France dans le bordel. Sinon, les Français savent que les Africains aussi ont droit au minimum pour vivre et aucun Français normal ne peut te traiter d'anti-français parce que tu réclames un minimum pour ta vie et pour ta survie. D'accord, on va laisser Didier conclure. Il était en train de dire que les chaînes de valeurs différentes. Oui, absolument. Mais cela me rappelle l'initiative 3N sous le président Issoufou Mahamadou. L'initiative 3N, c'était une initiative qui est dénommée 3N, ça signifie simplement les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est vraiment un programme qui avait été élaboré pour permettre au Niger d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'était vraiment, à la base, une idée vraiment fantastique et formidable. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait plus... L'initiative s'était juste transformée vers la fin en une initiative pour capter, n'est-ce pas, les ressources auprès des institutions internationales. Mais sur le terrain, ça ne s'est pas traduit en effet concret. Ce qui marque la différence de la grande irrigation avec toutes les autres initiatives qui ont été essayées au Niger, c'est vraiment l'impact que ça a généré, c'est vraiment le fait que ça a permis aujourd'hui de réduire de manière drastique les coûts sur le marché. Ça, c'est quand même un fait. Donc, pour revenir à ce que je disais, vous allez au Niger aujourd'hui, vous allez remarquer que tout ce qui, en tout cas les produits de première nécessité, les produits de base, sont également transformés aujourd'hui. Vous avez des usines de transformation. Il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas encore fait un travail pour voir quelle est la position aujourd'hui du Niger en matière de transformation, en matière d'augmentation des chaînes de valeur. Donc, c'est vraiment des points positifs que nous pouvons mettre à l'actif du bilan du général. Alors, comment les entreprises, le secteur privé nigérien s'adaptent à cette nouvelle orientation économique marquée par la souveraineté, la rupture avec les partenaires traditionnels d'avant? Répondez-nous, vous avez la possibilité de contribuer à la richesse de cette émission. Je vous rappelle le contact plus 228 96 08 43 43 pour nous écrire. Je vais relayer vos contributions dans la seconde partie. Excellent, je voudrais qu'on aborde maintenant l'axe 2 de cette émission, le calendrier institutionnel et l'avenir de la transition. Didier rétorquera, parlera de refondation. Au terme des 3 ans, la question du renouvellement institutionnel, la durée de la refondation reste au cœur des débats. Alors, dans son discours, le général Tchiani s'inscrit dans un processus de refondation profonde plutôt que dans une logique d'agenda électoral rapide. Alors, quels sont les risques et les opportunités institutionnelles de cette stratégie, Sogoyou Kegewe? L'agenda électoral est l'arme fatale que le colon tient contre ces pays souverainistes. Agenda électoral. Parce que c'est la seule occasion pour infiltrer dans les rangs des souverainistes, des traîtres du genre de ton Premier ministre, on ne tient pas 3 mois. C'est-à-dire qu'on va mettre des gens qui vont dire aux Nigériens, mais tout ce que les autres ont fait, c'est rien. Bon, écoutez, la France va venir nous aider. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous tracasser. La France est toujours là. Bon, la France même est tellement endettée que chaque matin, les Français se réveillent, ils se demandent, mais nous sommes où? Alors, comment ils peuvent nous aider? Donc, l'agenda, si tu penses aux élections, oublie ça. Maintenant, les Nigériens, eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ceux qui sont dans le pouvoir décentralisé ou déconcentré, les mairies, les choses, mais c'est à eux de s'organiser pour voir comment être en adéquation avec les désirs, la volonté du peuple et faire avancer le pays. Si ce pays peut vivre 100 ans sans élection, tant que ça marche, l'économie marche, l'agriculture marche, l'éducation marche, la santé marche, mais allez au diable avec vos élections téléguidées. Qu'on en finisse avec ce mythe.
Mais il y a des gens qui sont élus, soi-disant élus chez eux. Aujourd'hui, on demande leur cote de popularité 14%, 5%. Tu crois qu'au Niger, si on fait un sondage, le général Tiani a 5% ou 14%? Non. Je ne l'ai pas fait, mais il a au moins son 15% de cote de popularité. Tu ne vois pas que non-élus sont 15% de cote de popularité plutôt qu'une mystification électorale avec 14% de cote de popularité. Donc on laisse les gens vraiment, qu'on leur laisse l'esprit tranquille. Eux-mêmes, ils connaissent... Pendant combien de temps? Pardon? Pendant combien de temps? Mais est-ce que tu es maître du temps? C'est toi le maître des horloges? Mais c'est à eux de définir le temps qu'il leur faut. Parce qu'ils se fixent des objectifs. Si le général Tiani parle au bout de 3 ans, mais il a des objectifs. Il n'a pas dit, bon, 3 ans, on a réussi, c'est bon, on va maintenant faire la danse comme les Africains le font. Il n'a pas dit ça. Ils ont des objectifs. Donc, laissez-les atteindre leurs objectifs. Mais l'essentiel, comme je dis, c'est de se mettre à l'écoute du peuple, de savoir ce que... Je dis le peuple. Je ne dis pas les vendus qui sont dans les palais actuellement à Paris en train de comploter contre le peuple. Non, je ne parle pas d'eux. Je parle du peuple, ceux qui vivent au Niger, ceux qui ont le soleil du Niger sur la tête. Et le soleil au Niger, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ceux qui ont toute la chaleur, le froid, l'harmattan, les vents secs, tous ceux qui vivent ça, c'est avec eux que le général Tiani et le CNSP doivent travailler pour voir, mes frères, dans quelle direction nous allons et quelles sont les étapes que nous nous fixons. Le pouvoir, nul n'est éternel. Un jour viendra, bon, on changera, mais que ça prenne 10 ans, 20 ans ou 30 ans, où est le problème? Les gens sont là même chez eux, il est interdit de dépasser 2 mandats, ils sont en train de magouiller, de grenouiller pour forcer un 3e mandat. On les voit. Les autres ont fait pire, on les voit. Et qu'est-ce que vous demandez à ces régimes qui sont en train de travailler dans un esprit de révolution populaire et patriotique?